Avec le sourire là, derrière. Avec le sourire, bien sûr. Bien sûr. Salut, c'est Jury Senko. Nous nous retrouvons pour l'interview de monsieur le professeur Jean-Christophe Pagnouco, professeur en droit des sociétés à l'Université de Caen. Je vais vous demander de vous présenter si vous voulez bien. Écoutez, déjà, l'honneur est pour moi, et effectivement, je suis Jean-Christophe Pagnouco, je suis professeur de droit privé à l'Université de Caen-Normandie, et j'enseigne à l'Université de Caen depuis 17 ans, et j'enseigne tout court depuis 23 ans cette année. Donc, Je voudrais commencer par une question par rapport à votre vie personnelle avant l'université, même si vous voulez nous parler un petit peu de votre vie familiale, comment vous avez vécu, justement, comment vous êtes amené à penser à faire des études de droit. Alors c'est une vraie bonne question, j'imagine, parce que c'est une question que je me suis souvent posée à moi-même. Je suis né à Thionville, en Moselle, il y a quelques années de ça, et j'ai grandi à Longwy, ville de Meurthe-et-Moselle, qui est à la frontière de la Belgique et du Luxembourg. C'est une ville qui accueillait essentiellement des ouvriers qui venaient travailler dans les usines de sidérurgie. Donc mes parents sont des enfants d'immigrés italiens, on avait des immigrés d'un peu partout, et c'est vrai que c'est un endroit où les gens qui travaillaient plutôt dans les usines ou dans le tertiaire, et progressivement, quand les usines ont fermé, les gens sont partis travailler au Luxembourg. Et il est vrai, pour faire un peu court, que je n'avais dans ma famille absolument aucun juriste. Mais vraiment aucun juriste, voire même pas tellement de gens qui avaient fait des études supérieures, à vrai dire. Et je ne sais pas pourquoi, à vrai dire. Alors peut-être, comme tout le monde, en lisant les chroniques judiciaires, en regardant certaines émissions de télé quand j'étais tout petit, je me suis dit que le métier d'avocat pouvait être un métier stimulant. J'aimais bien parler, j'aimais bien les raisonnements structurés, j'aimais bien la représentation qui était donnée du droit dans la société. Donc c'est vrai que très tôt, et je crois que je dois dater ça à peu près de mes 8 ans, je me suis dit que des études juridiques et ce type de profession pouvaient être intéressants. Alors j'étais largement poussé par ma famille, parce que vous imaginez que dans ces familles où on vient d'un travail manuel, mes parents étaient commerçants, il y a un attrait pour les professions libérales. On se dit, c'est un symbole de réussite sociale quelque part de devenir avocat ou médecin. Donc avocat, ça allait, je cochais les cases, et mes parents m'ont beaucoup encouragé à ça. Et c'est vrai que j'ai eu cette certitude que je voulais faire la fac de droit, et j'ai abordé le collège puis le lycée avec cette certitude que je n'ai pas vraiment questionnée, à vrai dire. Au collège et au lycée, j'ai fait ce qui me plaisait. C'est-à-dire que je me suis découvert plutôt des penchants littéraires, et donc j'ai fait, quand les options et quand les choix se sont faits, j'ai fait une terminale L à l'époque, donc très littéraire, avec option latin. Donc il n'y a pas plus littéraire que ça. J'ai arrêté les maths dès que je pouvais, les matières scientifiques dès que je pouvais, et c'est vrai que j'ai poursuivi vraiment mon penchant littéraire. J'aimais beaucoup lire, j'aimais écrire, j'aimais créer déjà à l'époque. Et je me suis retrouvé par hasard à la fac de droit, alors avec un changement géographique, parce que mes parents ont déménagé à cette époque-là. Je me suis retrouvé à la fac de droit de Bordeaux, voilà, par hasard, et je me suis immédiatement senti bien dans les études juridiques. Alors, j'ai beaucoup de chance, parce que quand je vois autour de moi des étudiants qui très tard sont incertains quant à leur projet, moi tout de suite je me suis senti complètement dans mon élément, et j'ai adoré les études de droit parce que, extrêmement curieux de la vie en société, je trouvais qu'au fur et à mesure qu'on avançait dans les études de droit, on voyait à peu près tous les éléments de la vie sociale par le prisme juridique, qui est une science sociale parmi d'autres, qui n'est pas la seule bien sûr, mais on voyait quand même beaucoup de choses. Et j'avais l'impression qu'on était dans une science qui était en mouvement perpétuel et complètement en phase avec les besoins de la société. Et c'est vrai que je donne souvent cet exemple. J'ai fait mon premier cours de droit constitutionnel l'année de la première dissolution, et j'avais, le soir, en rentrant, en écoutant la radio dans la voiture ou dans le bus, j'avais l'illustration de ce que j'avais vu dans la journée en cours. On voit du droit des personnes et de la famille, on voit le droit des contrats, et c'est vrai qu'on analyse un peu tous les éléments de sa vie quotidienne. Donc j'ai avancé dans les études de droit avec cette certitude que j'étais dans la bonne voie, parce que j'étais dans un exercice qui me convenait. Et j'aimais les exercices oraux, j'aimais les exercices de rédaction, j'aimais la façon dont c'était enseigné, j'aimais être dans un genre de masse anonyme dont on pouvait sortir pour les TD. Je me suis senti réellement en phase et très très bien, et j'étais très heureux pendant mes études. Alors, c'est une réponse qui est déjà longue, mais je vais encore l'approfondir. Comment est-ce qu'on se dit qu'on va faire de droit, deux, qu'on va devenir professeur? Professeur, c'était assez simple. Ça a été parce que j'ai eu des professeurs que je trouvais fascinants, excellents. J'ai eu une vraie révélation avec mes premiers profs d'amphi, qui étaient des messieurs un peu âgés, parce que c'est l'effet générationnel de la fac, mais qui avaient une certaine prestance et qui animaient avec passion leurs cours à travers les différentes matières juridiques. J'ai eu une première chargée de TD de droit civil que j'ai trouvée très vivante, très accessible, et qui m'a vraiment donné envie d'approfondir. Et surtout, je me suis dit,
j'avais toujours eu un penchant moi, pour la transmission. Je m'étais toujours dit que l'enseignement, c'était quelque chose qui devait être gratifiant et stimulant. La seule chose qui me faisait peur dans l'enseignement, c'est le côté un peu sclérosant, de se dire tous les ans, on reforme les mêmes gens sur les mêmes choses, on redit les mêmes choses. Et je me suis dit, mais finalement, cette science juridique qui évolue sans arrêt, avec la société, avec les nouvelles lois, avec la jurisprudence, ça vous impose, si vous êtes dans la transmission, d'être toujours dans la remise en question, toujours dans l'actualisation, toujours dans une démarche vivante. Et j'ai fusionné un peu les deux. J'avais l'admiration pour mes profs, j'aimais l'idée de transmettre, j'aimais l'idée d'une science vivante, et je me suis dit, ce qui serait idéal, c'est finalement d'être enseignant et d'être enseignant en droit. Donc je me suis dit que je voulais devenir professeur. Je me suis très tôt renseigné sur ce qu'il fallait faire pour devenir professeur. J'ai vu que c'était un vrai parcours du combattant, mais à vrai dire, mon choix était définitivement arrêté dès le début de la 2e année de droit. Donc dès le début de la 2e année de droit, j'ai fait ce qu'il fallait. Je me suis dit, j'ai su qu'il fallait être issu d'un Master 2. Alors un Master à l'époque, qui était en fait un DEA, diplôme qui n'existe plus, diplôme d'études approfondies, plutôt orienté recherche. Et j'ai su que je voulais faire le DEA de droit privé général, qui était animé par le professeur Jean Hauser, qui est une grande figure du droit des personnes et de la famille, qui est décédé aujourd'hui, mais qui était pour nous vraiment une vraie inspiration, un vrai guide, et puis un vrai juriste à l'ancienne, qui connaissait toutes les branches du droit, qui connaissait la sociologie, qui connaissait la démographie, enfin qui était super. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire pour entrer dans ce diplôme? Il fallait voir les meilleurs résultats possibles tout le temps. Donc, j'ai tout fait pour avoir les meilleurs résultats possibles tout le temps, pour me donner la liberté d'intégrer le master que je voulais. J'y suis plutôt arrivé, j'ai intégré ce master, ce DEA, et dans ce DEA, j'ai vu que la recherche me plaisait, j'ai vu que l'écriture me plaisait, j'ai vu que surplomber un peu toutes les matières que l'on avait vues pendant ces années avec une vraie démarche réflexive, ça me plaisait. Et voilà, j'ai travaillé pour, et au sortir de ce DEA, j'avais la chance d'être major de promotion. Étant major de promotion, j'avais la chance, les choses étaient beaucoup plus simples qu'aujourd'hui, mais d'avoir une allocation de recherche qui me permettait d'être financé pendant ma thèse. Et par un hasard tout à fait circonstanciel, le directeur du DEA m'a reçu, parce que j'étais major et que j'avais le droit à un financement. Bien sûr, vous voulez faire une thèse et vous voulez devenir prof? Oui, monsieur le professeur, on ne discutait pas ça à l'époque. Et on était avec les 3 premiers du diplôme, et il a posé la question en disant, parmi vous, qui fait du droit des affaires et qui est intéressé par le droit des affaires? Moi, il se trouve que j'étais plutôt intéressé par le droit des affaires. Formidable, il m'a tendu un numéro de téléphone, il m'a donné le numéro de téléphone du professeur Florence de Boissy, que je ne connaissais absolument pas, et qui arrivait cette année-là à Bordeaux. C'est-à-dire que je ne la connaissais pas, je ne l'avais pas eu en cours, c'était son 2e poste, elle était mutée là, et en gros j'étais entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, un cadeau d'arrivée. Quand elle est arrivée, on lui a mis un thésard dans les pattes, on a dit vous allez vous en occuper et vous allez superviser le début de carrière de ce jeune homme. On ne se connaissait pas, on a pris contact au téléphone, et il se trouve qu'on s'est rencontrés, et que je pense que sur le plan organisationnel, intellectuel, la façon de voir la vie, la façon de voir le travail, on a été très très raccord, et j'ai eu 4 ans de thèse qui ont été 4 ans de bonheur avec elle, qui m'a extrêmement bien dirigé et qui a été un modèle de tous les instants, qu'elle reste encore à l'heure actuelle parce que j'ai la chance de continuer à travailler avec elle. Voilà pour le, pour le début. Et puis je peux vous raconter la suite des aventures si vous voulez. Votre question nous inspire, donc c'est très bien. Alors, vous nous avez parlé un petit peu de votre parcours scolaire, et j'ai l'impression que vous l'avez envisagé comme si au final il n'y avait pas eu de problèmes, de fautes que vous avez réalisées pendant vos premières années, par exemple à la fac. Je prends l'exemple souvent, ce qu'on nous raconte au lycée, qu'il faut faire attention avec la transition lycée-fac, parce que ça n'a absolument rien à voir. Et justement, on a eu des L1 qui nous ont parlé de problèmes qu'ils auraient pu rencontrer, qu'ils n'avaient pas à se relever. Est-ce que vous avez aussi connu ce problème-là Alors, je dois vous dire que j'ai adoré la transition lycée-fac. Je venais d'un lycée d'une petite ville dans l'est de la France, où je me retrouvais dans les faits avec j'ai eu des copains, des camarades que je connaissais parfois depuis l'école primaire, et on était dans un microcosme extrêmement serré. Alors avec ses avantages, c'est que tout ça était très familial, mais comme j'étais dans une petite ville, rapidement, les gens se connaissaient, les gens connaissaient vos parents, connaissaient vos copains, savaient ce que vous... Et je me suis retrouvé immédiatement dans une grande ville, dans une grande fac, et je me suis retrouvé dans une liberté totale. Les gens ne me connaissaient pas, ne faisaient pas attention à ce que je faisais, et moi, à titre personnel, j'ai adoré cette liberté. J'ai adoré cette liberté. Alors, j'ai adoré cette liberté, puis j'ai fait comme tout le monde. Quand je suis arrivé à la fac, j'ai appris à travailler. C'est-à-dire que au lycée, je faisais des choses qui étaient intéressantes, qui me demandaient une certaine application. Mais bon, on ne peut pas dire que j'ai été explosé de travail quand j'étais au lycée. J'ai découvert les méthodes de travail de la fac, et il m'a fallu un certain temps, c'est ce que je dis toujours aux étudiants, pour comprendre ce qu'on attendait de moi, ou ce qu'on attendait d'un étudiant en droit. C'est là où on n'est pas tous égaux. C'est-à-dire que il y a certains étudiants qui pigent exactement ce qu'on attend d'eux dans les études de droit en 6 mois. Tout va bien. Il y en a qui pigent ce qu'on attend d'eux en 5 ans.
Donc forcément, le parcours est un petit peu plus chaotique. Moi, je dirais que les 2 premières années, j'étais en observation. Alors, j'obtenais des résultats qui étaient corrects, voire même plus que corrects, parce que je travaillais beaucoup, mais peut-être que je n'avais pas encore de notes à la hauteur de mon travail. En 3e année, j'ai vraiment compris exactement ce qu'on attendait, et ça fait partie de mon rythme de vie, et les choses se sont très bien enclenchées. Et à partir de ce moment-là, dès la 3e année, j'ai plus vu le travail comme une contrainte, mais j'étais assez passionné de ce que je faisais. Et je travaillais beaucoup, il ne faut pas se le cacher, on ne réussit pas des études de droit en dilettante, donc je travaillais 6 jours sur 7, je travaillais parfois 7 jours sur 7, j'étais extrêmement appliqué, extrêmement assidu. Par contre, ça payait, et ça payait plutôt très bien, donc c'était gratifiant. Alors voilà, comme tout le monde, j'ai eu des contrôles continus qui se sont mal passés, j'ai eu des examens où j'ai eu des notes en dessous de ce que j'espérais, mais bon, globalement, j'ai eu un bon parcours universitaire, et surtout, je l'ai bien vécu. C'est ça qui était intéressant. Donc il ne faut pas désespérer, mais il faut toujours se poser la question de savoir concrètement quel est le sens des exercices, qu'est-ce qu'on attend de moi. Pas uniquement venir avec sa certitude, qu'on a travaillé, qu'on a appris les cours, qu'on a fait ce qu'il fallait. Non, il faut vraiment se fondre dans les exercices. Et si on se fond bien dans les exercices, au moment où le rythme de travail devient un rythme de vie normal, on n'est plus en souffrance. On est juste dans un état qui est un état un peu normal. On fait ça comme son activité professionnelle, comme son job. Et puis dès lors que derrière ça marche, c'est assez gratifiant et ça fonctionne assez bien. Voilà. Et avant d'arriver à cet équilibre, est-ce que vous avez subi des échecs qui vous ont vraiment marqué? Alors, j'ai pas eu de... Alors, pour préciser la question, j'ai pas eu de 2e session, j'ai pas eu de redoublement. Les échecs les plus sanglants que j'ai pu avoir, c'est d'avoir un contrôle continu de droit des obligations avec une très mauvaise note. J'ai dû avoir un 5 sur 20, quelque chose comme ça. J'ai dû avoir quelques notes d'oraux qui tournaient autour de 10 alors que j'avais beaucoup travaillé. J'ai pas eu d'échecs plus importants que ça. Alors, attention, si j'ai pas eu d'échecs, ça veut pas dire que à certains moments, j'étais pas découragé. Franchement, ceux qui abordent des études de droit en se disant « c'était que du bonheur, une main devant, une main derrière, et le ciel est bleu, etc. » faut qu'on nous les donne, qu'on les dissèque, qu'on voit un peu comment ils fonctionnent. Bah, non, vous savez, vous êtes, à chaque fois que vous progressez, il y a un petit moment de souffrance, il y a un petit moment de doute. Mais vous savez que derrière, il y a le progrès. Donc il y a des moments où j'ai été découragé. J'ai jamais pensé arrêter mes études, mais il y a des moments où je me disais voilà, je fais pas ce qu'il faut, je fais pas les choses comme il faut. Je me souviens notamment de la fameuse 2e année, ça va parler à beaucoup d'entre vous, mais dans les TD de droit des obligations, c'était compliqué. Je me souviens qu'on travaillait une semaine et qu'au bout d'une semaine, on arrivait en TD et que c'était pas ça. C'était pas ce qu'il fallait. Mais c'est pas grave. J'ai découvert à la suite que ce qui comptait, c'était pas tellement de réussir l'exercice, c'est tout le travail qui vous mène jusqu'à la réussite de l'exercice. Donc ce que je dis toujours, c'est qu'il faut pas se décourager. Si on a du mal, c'est normal, on progresse. Par contre, il faut toujours être dans une démarche d'amélioration. Dès que quelque chose ne va pas, essayer de comprendre pourquoi ça ne va pas uniquement prendre la mauvaise nouvelle. Alors on l'encaisse comme tout le monde, on a des moments où on est un peu démoralisé comme tout le monde, mais de se dire qu'à terme, les choses vont s'arranger si on identifie pourquoi ça n'a pas fonctionné et si on essaye de corriger les choses et d'apporter la dose de travail ou la dose de remise en question que ça impose. Voilà. De toute façon, j'imagine que votre famille vous a toujours apporté un peu d'aide. Ah non, ma famille m'a toujours apporté un réconfort hallucinant. Et c'est vrai que là, on n'est pas tous à égalité. C'est-à-dire que j'ai eu la chance, moi, d'être dans un contexte familial où mes parents, ma famille un peu plus large, etc., croyaient en moi. Donc, me soutenaient et me disaient « Non, ça va aller, tu vas y arriver ». Alors, parfois, ça vous énerve quand vous êtes étudiant, vous savez de quoi je veux parler. Hein. Parfois, c'est un peu de pensée magique. « Ah, mais de toute façon, toi, ça va toujours, toi, ça ira. » Je dis « Oui, d'accord, mais enfin, bon, faut le faire quand même et ça peut être compliqué. » Non, j'ai été extrêmement soutenu et c'est là où le contexte familial peut être assez déterminant parfois. Alors, j'avais pas d'une famille qui avait des moyens financiers colossaux, j'avais pas un avenir assuré et garanti sans travailler. Je savais qu'il fallait que je pourvoie à ma future situation personnelle ou professionnelle par mes propres moyens, ok. Par contre, c'est vrai que sur le plan de l'affection et du soutien, j'ai eu tout ce qu'il fallait. Et c'est vrai que là, pour le coup, c'est une des grandes inégalités qui peut exister entre les étudiants, plus que l'inégalité sociale qui peut exister, c'est l'inégalité dans le soutien et dans la confiance en soi. Si vous avez autour de vous des gens qui croient en vous, et des gens qui vous disent que vous allez y arriver, ça va toujours mieux que quand on vous dit que vous avez fait moins bien que papa, ou que maman, ou que tonton. J'ai un souvenir assez édifiant, moi, d'une très bonne amie qui passait désespérément le concours de la magistrature, avec des parents qui avaient passé le concours dans les années 70, à l'époque il y avait 6 fois moins de candidats, ou à l'époque où les épreuves n'étaient pas les mêmes, en ne comprenant pas pourquoi elle n'y arrivait pas. Bon, alors c'est vrai que pour ça, j'ai été exempté de tout ça, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de soutien. Et ce soutien-là, c'est le plus précieux, je pense. Et est-ce que vous aviez un job étudiant pendant vos études? Alors, des jobs étudiants, j'avais pas un job, j'ai eu la chance, entre guillemets, de ne pas avoir la nécessité de faire un job à plein temps pendant mes activités. J'avais quelques activités pendant l'été.
Et des inventaires par-ci par-là, un petit travail dans un magasin par-ci par-là. J'avais aussi la chance de bénéficier d'avoir un emploi étudiant à l'université, parce que je faisais du tutorat. Et le tutorat de façon un peu suivie, ce qui permet tout à la fois d'être à l'université, de connaître les gens et d'avoir des revenus. Voilà, j'ai pas eu à travailler de façon continue pendant mes études, mais aussi, parce qu'il faut bien le dire, que globalement, j'étais la quasi-totalité de mes études, j'ai été logé chez mes parents. Donc ça, c'est aussi une chance que vous pouvez avoir. Et puis parce que j'avais des besoins absolument minimaux. C'est-à-dire que en dehors de mes études, c'est vrai, je faisais mes études, un petit peu de musique, voilà, mais en dehors de ça, finalement, très très peu de choses. Voilà. Donc, j'ai vécu autour de mes études avec un peu de support dans les activités professionnelles qui m'ont tout appris quelque chose, mais pas une nécessité de travailler à temps plein. Travailler à temps plein, ça change, je vois de temps en temps des étudiants extrêmement valeureux qui travaillent 30 heures par semaine. Il est certain qu'on n'est pas à égalité avec la totale disponibilité d'esprit qu'on peut avoir quand on peut se concentrer exclusivement à ses études. Donc c'est une chance aussi. Vous avez imposé en réalité une forme de discipline faite effectivement pour travailler. Oui, absolument. D'accord. Absolument. Et vous aviez parlé tout à l'heure du parcours du combattant que représentait la thèse et tout le parcours pour devenir professeur d'université. Et est-ce que maintenant, après avoir réussi à atteindre ce but, vous avez encore des ambitions? Ah mais attendez, vous êtes... Comment vous dire? Ça fait très cynique. Non mais je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. Je comprends ce que vous voulez dire, mais on ne peut pas fonctionner dans ce métier si on n'a pas de l'ambition. Mais l'ambition, ça dépend où on la place. De l'ambition pour soi, il faut se l'avouer, c'est-à-dire que on a des objectifs, on veut faire des choses intéressantes, et des ambitions pour son institution. Et à vrai dire, à l'heure actuelle, j'allais dire 75% de mon ambition, elle est pour mon institution, elle est pour les étudiants. Vraiment. C'est-à-dire que le but, c'est de faire en sorte, par son travail, par la création de diplômes, par l'animation de diplômes, par la façon de faire ses cours aussi, par ce qu'on peut mettre en place, d'arriver à faire son travail et de trouver dans son travail la même énergie, la même stimulation et la même motivation qu'avant. Notre motivation est mise à rude épreuve assez régulièrement parce que, vous le savez, ça ne vous échappe pas, mais le fonctionnement de l'université publique fait qu'on doit faire sans cesse plus avec sans cesse moins. Ce qui fait que déjà, pouvoir réussir à bien faire son travail dans de bonnes conditions, créer des choses nouvelles, stimuler, élever les étudiants, c'est déjà une ambition en soi. Après, pour vous, oui, on a des ambitions, mais l'ambition, je vais vous dire, en prenant de l'âge, ça peut être de faire des colloques intéressants, de participer à des ouvrages intéressants, d'écrire des articles intéressants, de travailler avec des gens intéressants, mais de former aussi des étudiants, de former des thésards si vous avez la possibilité de le faire. Et sans ça, il n'y a pas de moteur. Vraiment, c'est-à-dire que je pense que dans notre métier, si vous ne mettez pas un pied dans un amphi en vous disant « aujourd'hui, je vais faire le meilleur cours de ma vie », c'est très compliqué de trouver du ressort. Alors ça ne marche pas toujours, mais je ne suis jamais entré dans une salle de classe ou dans une salle de cours en me disant « ça va rouler, j'ai fait ça 50 fois ». Je me suis toujours posé la question de savoir si j'allais y arriver, tous les jours, systématiquement. Et de se dire, il ne suffit pas d'y arriver, mais il faut créer quelque chose, il faut susciter quelque chose. Je ne sais pas ce qu'en pensent vraiment mes collègues, mais je trouve qu'on n'est pas uniquement des répétiteurs de fond. On n'est pas là uniquement pour vous donner un état du droit positif. On a des livres très bien faits pour ça. Ce que nos étudiants retiennent de nous sur le long terme, je ne parle pas du cours au jour le jour. Au jour le jour, on leur donne une connaissance, on prémâche l'accès à certaines connaissances, on leur donne l'idée d'une discipline. Mais ce que vont retenir vos étudiants, c'est ce que nous, on a retenu de nos professeurs. Et ce que vous retenez de vos professeurs, ce n'est pas tellement la matière que vous pouvez oublier, que vous pouvez retrouver ailleurs. C'est une flamme, c'est l'envie, c'est la curiosité, c'est des méthodes. Et encore une fois, et ça c'est vraiment l'apanage des profs de fac qui ont eu de très bons profs, ce qui a été mon cas. Quand j'envisage certaines questions, je pense souvent à l'enseignant qui me l'a transmis, ou qui me l'a bien transmis, qui me l'a parfois un peu moins bien transmis, mais je repense à l'envie, à la méthode, à la flamme, à la motivation. Et je me dis, voilà, l'ambition, elle doit être là. Notre ambition, ça doit être de faire en sorte que nos étudiants aient envie d'aller plus loin, aient envie de se dépasser un petit peu, aient envie d'approfondir ce que l'on dit. C'est déjà énorme, je vous assure. Je vous assure. Après, vous savez, on ne fait pas cette profession pour devenir milliardaire, on ne fait pas cette profession pour... Clairement, quand on est là, c'est qu'on l'a choisi. C'est-à-dire que surtout quand c'est mon cas, quand c'est mon cas et qu'on fait du droit des affaires, il y a des carrières infiniment plus lucratives dans les cabinets d'avocats.
quand on choisit de se mettre au service de la fonction publique, de l'université, des étudiants, c'est un vrai choix, c'est un vrai choix de vie, mais ça nous donne notre moteur. Voilà, notre moteur, c'est la réussite. Et quand on a la chance, comme moi, de prendre un peu d'âge et d'avoir un peu de recul, quand on voit le devenir des étudiants, quand on voit le devenir des formations qu'on a créées ou qu'on a animées, bah voilà, c'est le moteur essentiel qui nous permet de continuer à faire ce qu'on fait, malgré la fatigue, l'âge qui vient, le découragement parfois dans la fonction publique qui peut parfois être un peu décourageante. Ouais. Notre ambition, elle est là, vraiment. Je pense parler pour moi et parler aussi pour mes collègues. Et je suppose que vous avez des passions en dehors de la fac et une vie familiale. Est-ce que vous estimez avoir assez de temps à y consacrer? C'est une question assez difficile parce que je ne sais pas si c'est à moi qu'il faudrait poser la question, mais peut-être plutôt à ma famille, à vrai dire. Clairement, alors j'ai une vie familiale, j'ai une famille à laquelle je consacre tout le temps que je peux et beaucoup de temps. Et c'est vrai que j'ai un fils, mais un fils avec qui j'ai passé toujours beaucoup de temps, avec qui j'ai fait beaucoup de choses. J'ai une conjointe avec qui je consacre également beaucoup de temps, avec qui je passe des vacances, avec qui j'échange aussi beaucoup. Alors on peut toujours mieux faire dans la vie familiale, on peut toujours être un conjoint ou un père plus parfait. Dans les faits, je pense qu'on n'est pas malheureux et qu'on a trouvé un certain équilibre et que quelque part, il est certain que je suis très actif, que je fais beaucoup de choses, mais j'ai la faiblesse de penser que c'est comme ça qu'ils m'aiment et qu'ils me sentent bien équilibré et que même pour mon fils, je ne pense pas être un mauvais exemple. Alors, je suis comme tout le monde, j'ai mes défauts, je voudrais faire mieux, mais je ne pense pas être un mauvais exemple. Quant aux passions, au-delà de la famille, qui est une passion en soi, c'est vrai que moi, j'ai toujours eu la chance d'avoir quelque part une deuxième vie avec la musique. J'ai toujours fait beaucoup de musique. Alors vous parliez de la question du job étudiant, il y a quelque chose aussi d'assez inavouable, c'est qu'y compris pendant ma vie d'étudiant, j'ai un peu gagné ma vie en faisant des concerts. On ne considère pas que c'est vraiment un job étudiant, mais c'est quand même depuis toujours une activité régulière. Et c'est vrai que depuis que j'ai l'âge d'être debout, je fais de la musique, j'ai des groupes, j'écris des chansons, je suis sociétaire de la SACEM, voilà. Je fais des concerts à hauteur de 25 à 40 par an, en fonction des différentes formations, donc c'est plutôt pas mal. J'ai publié plusieurs disques, et je suis auteur-compositeur, et je pratique plusieurs instruments, et j'ai toujours fait ça. Alors, quand j'échange parfois avec mes collègues, mais même avec des copains, des gens de mon âge, etc., on me dit « mais comment tu as le temps de faire tout ça ?» Moi, je faisais de la musique, j'ai arrêté quand j'ai eu un enfant, ou j'ai arrêté quand j'ai commencé à travailler. Moi, c'est simple. J'ai juste jamais arrêté. Vous savez, on demandait à la femme de George Harrison il y a des années quel est le secret d'un mariage réussi, comment est-ce qu'on fait pour rester marié pendant 30 ans. Elle disait il suffit de pas divorcer. Ce qui voulait dire beaucoup de choses dans le cas de George Harrison, mais bon. Pour la question de la passion de la musique, qu'est-ce qu'il faut pour continuer à en faire? Il suffit de pas arrêter. C'est-à-dire que moi j'étais musicien quand j'étais étudiant, j'ai été musicien quand j'étais chargé de TD, je suis musicien en étant prof, et je n'ai jamais renoncé à rien. C'est inclus dans mon rythme de vie. Je ne suis pas sûr que, vous voyez, on pose la même question à un sportif. Un sportif qui fait des matchs une fois par semaine et qui fait des entraînements 3 fois par semaine, on ne lui pose pas forcément la question de savoir si c'est difficile à concilier, vous voyez. Mais dès qu'on parle de musique, c'est tout de suite, il passe du temps dans les bars, dans les salles de concert, en déplacement. Oui, c'est vrai, mais c'est ma vie et ça a toujours été ma vie et ça a été mon équilibre. Je suis complet comme ça. Et c'est pour ça aussi que j'ai toujours publié mes disques et mes concerts sous mon nom. J'ai jamais pris de pseudonyme, je me suis jamais abrité derrière un pseudonyme, mais je me suis dit, oui, je suis prof de droit, je suis universitaire, et en même temps, je suis également musicien, et je suis également artiste, voilà, et c'est ma vie, et c'est la totalité de ma personnalité. Et voilà, j'ai un peu fait ça à mes conditions, et c'est plutôt pas mal comme ça, je trouve. Au moins, c'est mon équilibre. Je ne pourrais pas être soit l'un, soit l'autre. Je ne pourrais pas me dire, je me consacre à l'université. Alors, vous savez, j'ai des collègues qui, dans le même temps, sont avocats, et qui vous expliquent, moi, je suis ravi d'être avocat, et je suis ravi d'être universitaire. Moi, je suis ravi d'être musicien, et je suis ravi d'être universitaire. Les deux sont inconciliables, et le tout est non négociable. Voilà. Et qu'est-ce que vous préférez dans votre métier, aussi bien du coup dans la musique que en tant que professeur? Moi, ce que je préfère, c'est la transmission. C'est le contact avec les gens et c'est la transmission. Et vous voyez, je pense que entre un concert réussi où vous attrapez l'attention des gens, où vous créez de l'émotion, où vous permettez aux personnes qui viennent vous voir de passer une bonne soirée, et un cours réussi, où vous maintenez l'attention et vous avez l'impression de transmettre quelque chose, vous avez l'impression que les gens ont compris.
Parfois, vous vous trompez complètement, vous vous en rendez compte quand vous faites passer des oraux après, mais c'est une autre histoire. Honnêtement, pour moi, c'est la même vibration, c'est le même sentiment. J'adore ce lien que l'on crée et j'adore cette transmission. Alors, ça peut être d'un contenu, d'un cours, ça peut être d'une émotion, ça peut être d'une émotion dans un cours, d'un cours dans une émission, enfin bon, voilà. Mais j'aime beaucoup ce contact. J'adore la recherche, ça fait partie de ma vie. J'écris comme tous mes collègues, je contribue à des ouvrages, j'écris des articles, j'écris des commentaires, je fais des colloques. C'est génial, ça ne me nourrirait pas suffisamment si j'avais pas vraiment, sur une base régulière, un contact avec des étudiants au sens large, y compris des professionnels pour qui on fait des formations, avec qui on échange. Mais j'ai besoin d'extérioriser tout ça, j'ai besoin de partager tout ça, j'ai besoin de transmettre tout ça. Sans transmission, je pense que je perdrais assez rapidement un goût pour l'enseignement. Et je vais vous dire, plus intense à la limite, enfin plus grave encore à la limite, j'aime beaucoup le droit, mais très sincèrement, je suis persuadé que j'aurais été heureux et épanoui en étant enseignant dans à peu près n'importe quelle discipline. Il se trouve que c'est bien, j'aime bien la dynamique du droit, j'aime bien l'actualité, j'aime bien les questions juridiques, c'est pas consubstantiel à ma personne. Ce que je préfère avant tout, c'est la transmission, la recherche aussi me plaît beaucoup, mais je me dis finalement, ça aurait pu être une autre discipline. Voilà. Je ne suis pas sûr que j'aurais réussi dans d'autres disciplines, mais je me dis maintenant que finalement, c'était vraiment ça ma vocation. Ok. Et votre travail en tant que professeur d'université ne se limite pas forcément à donner des cours. Oh non, ce serait trop beau. Et justement, c'est ma question, qu'est-ce que vous faites à côté? Quand on est prof d'université, vous n'avez même pas idée du travail invisible d'un prof d'université. Alors, dans le travail invisible, il faut que vous voyez bien que quand on vous rencontre en amphi, c'est la récréation. La récréation d'un travail qui a été très important avant. Alors, les collègues vont vous le dire, un bon cours d'amphi, 1 heure de cours, c'est souvent 4 heures de préparation. Donc vous imaginez 3 heures de cours, ce que ça peut représenter. Alors bien sûr, c'est un travail qu'on rentabilise quand on refait les cours, mais assez souvent, on change le contenu de nos cours, ou le contenu de nos interventions, parce qu'on est dans des publics variés, qu'on est dans des matières qui varient, qui évoluent, et puis aussi parce qu'on change de matière de prédilection. Donc il y a ce travail de préparation. Ce travail de préparation est nourri assez largement par notre travail de recherche qui est aussi invisible pour vous. Notre travail de recherche, c'est tout ce que vous pouvez lire dans les manuels, dans les articles, dans les commentaires. Tout ça, ça demande du temps, de la réflexion, et ça demande beaucoup d'implication. Et c'est vrai que notre enseignement nourrit la recherche. S'il n'y avait que ça également, ça serait trop beau. C'est-à-dire que on a aussi ce qu'on appelle des charges administratives, donc on est généralement responsable de diplôme assez rapidement quand on est prof. Donc quand on est responsable de diplôme, eh bien, on crée ou on reprend la direction d'un diplôme, on gère le recrutement, le suivi des intervenants, le recrutement, la sélection et le suivi des étudiants, on gère leurs possibilités d'insertion professionnelle, leurs possibilités de stage. Quand vous avez un diplôme en alternance, ce qui n'est pas mon cas, vous avez en plus des relations avec chaque entreprise pour mettre en place les conventions d'alternance. Quand les choses doivent évoluer, vous devez modifier la maquette, vous devez participer à des travaux très administratifs, très institutionnels de l'université pour pouvoir soumettre tout ça à différentes réunions, à différentes commissions. Vous devez à intervalles réguliers faire du reporting, faire des conseils de perfectionnement. Quand vous avez un diplôme qui suppose d'animer l'enseignement avec des professionnels, vous devez aller à la rencontre de ces professionnels, vous devez mettre au point des projets. Bon, c'est extrêmement chronophage. Il y a d'autres responsabilités à l'université, et c'est vrai que j'en ai eu beaucoup. J'ai notamment été pendant 5 ans le doyen de la fac de droit. Quand vous êtes doyen de la fac de droit, finalement, vous gérez le pédagogique, le scientifique, l'administratif d'une structure qui comporte 3500 étudiants, 7000 parents par répercussion à gérer, une centaine de personnels administratifs ou enseignants, et voilà la totalité des questions budgétaires, administratives, juridiques, pédagogiques qui se posent autour de ça. Et quand j'ai fait ça en assurant la totalité de mon travail d'enseignant. Donc, on fait beaucoup de choses à la fac. Vous pouvez être président de section et vous travaillez à l'attribution des cours entre les collègues. Vous pouvez être en charge de l'insertion professionnelle, en charge de certains gros diplômes comme des licences de droit ou des licences d'AES. Donc, votre carrière d'enseignant-chercheur, elle se divise toujours en 3 pôles. Le premier pôle, l'enseignement. Le deuxième pôle, la recherche. Les deux se nourrissent. Troisième pôle, l'investissement administratif et l'investissement pédagogique. Donc voilà, toutes ces questions-là. Et j'en oublie, il y a 1000 choses à faire dans une fac de droit et on est tous sollicités. Parce que les facs de droit, ou les facs en général, et l'université en général, fonctionnent y compris sur le plan administratif grâce à l'investissement des différents collègues et des enseignants.
D'accord. Maintenant, j'aimerais m'adresser à monsieur Jean-Christophe Pagnouco, mais chercheur. Oui. Par rapport justement à l'état actuel du droit, quelle est la réforme que vous voudriez porter, par exemple, si vous avez une réforme au cœur à porter, que bien sûr nos auditeurs pourraient comprendre, bien sûr, parce que j'imagine qu'il sera accessible à tous. Si vous voulez, vu l'état global de notre droit dans le sens de la qualité de l'œuvre législative, il y aurait quand même beaucoup de choses à porter, beaucoup de choses à faire. Alors, moi, je voudrais travailler dans les domaines où finalement je suis le plus aguerri et le plus compétent, mais j'ai de la chance parce que je participe à 2 groupes de travail, un groupe de travail pour la réforme du droit des sociétés et un groupe de travail pour la réforme du droit des associations. Donc, on est à des étapes qui sont variées, mais là, vous avez la vraie sensation d'être utile en travaillant avec des spécialistes et main dans la main avec la chancellerie aussi, sur des évolutions possibles du droit positif. C'est un vrai travail stimulant parce que vous dites que les différentes questions que vous avez étudiées, les différents points d'incompréhension, d'incohérence, voire d'injustice que vous voyez dans vos domaines de spécialité, vous avez les moyens de faire des propositions qui permettront peut-être de les résorber. Pour ça, il faut faire un premier travail et puis il faut aller au bout du travail législatif et vous n'êtes jamais certain du résultat, mais au moins y contribuer, c'est déjà une grande aventure. Et je pense que pour les professeurs de droit, contribuer de près ou de loin au processus législatif, c'est à la fois passionnant, à la fois gratifiant, c'est parfois décevant, il paraît, on me l'a dit, mais ça peut être source quand même d'une vraie satisfaction, de la même façon que par notre travail doctrinal, on le sait, on influence aussi des évolutions jurisprudentielles. Et quand, au sein d'une université pluridisciplinaire, vous devez convaincre que oui, il y a de la recherche en droit, vous devez convaincre des résultats concrets de votre recherche, vous dites oui, on ne travaille pas dans des labos, on ne travaille pas pour le progrès médical, on ne travaille pas pour le progrès des connaissances biologiques, mais on a un rôle à jouer et une influence sur l'évolution du droit dans la société et sur l'évolution de l'application de la règle de droit dans la société. Donc ce sont des chantiers sur lesquels je suis déjà. Bien sûr, je suis ouvert à toute proposition. Et pour terminer, si on devait retenir un conseil de vous, pas spécifiquement en tant que professeur, qu'est-ce que ce serait? Un conseil de moi? Oh là là, j'aurais plein de conseils à donner parce que j'adore donner des conseils aux jeunes. J'adore vieillir et être dans cette position où on donne des conseils aux jeunes. Ça correspondrait plus à un constat que j'ai pu faire. Je trouve qu'on est dans une époque où l'information n'a jamais autant circulé et une époque où l'information a jamais si peu pénétré l'esprit des étudiants. Et je suis toujours frappé, moi, de la négativité ambiante. C'est-à-dire que je suis quand même au contact d'étudiants qui se laissent facilement démoraliser parce qu'on leur explique qu'ils n'arriveront pas à faire ci, qu'ils n'arriveront pas à faire ça, qu'ils n'arriveront pas à accéder à tel master. Et je trouve ça un peu terrible parce que parfois c'est un message qu'ils véhiculent entre eux, c'est un message qui est parfois véhiculé par certains de mes collègues, pas tous bien sûr, mais je trouve que c'est complètement délétère. Moi je dirais aux gens, c'est un peu banal et puis c'est un peu, j'allais dire peut-être daté comme conseil, mais le conseil c'est croyez en vous et donnez-vous les moyens d'y arriver. Ne regardez jamais les statistiques. Si vous avez envie de faire quelque chose, donnez-vous les moyens pour le faire et faites-le, allez au bout. Tentez votre chance. Le meilleur moyen de ne pas obtenir un concours, un examen, une entrée dans un diplôme, c'est pas candidater. Et quand je vois le nombre de gens qui sont auto-dissuadés, auto-découragés par l'atmosphère ambiante, je trouve ça extrêmement dommage. Si on regarde les professions auxquelles on mène, nous, que ça aille de l'avocature jusqu'à la magistrature, jusqu'aux professeurs d'université, prenez les statistiques, personne n'a aucune chance. Faut pas prendre les statistiques, faut se dire, mais moi je vais y aller. Je vais y aller, je vais faire ce que je peux, mais je vais me défoncer et je vais réussir à y arriver. Alors, on va me dire, oui, tout ça est très volontariste, ça dépend de plein de choses, du milieu social, etc. Peut-être. Une chose est sûre, c'est que si on ne le fait pas et si on ne se défonce pas pour le faire, on n'y arrive pas. Donc, moi, le conseil que je dirais, c'est n'écoutez personne, sauf vos profs, éventuellement, à qui vous demandez des conseils. Et si vous avez un objectif, il faut y croire, se donner les moyens de le faire et ne pas sous-estimer les vertus un peu datées de la détermination et du travail. Ça ne fait pas tout, mais c'est fondamental. C'est fondamental parce que la statistique vous décourage toujours et ne pas écouter la statistique et se donner les moyens de faire ce que l'on veut ou de candidater à ce que l'on veut ou d'aller là où on doit aller. C'est vraiment le conseil, mais que je donne systématiquement à tous les étudiants. Systématiquement. Il y a aussi ce truc qui est vraiment très symptomatique des études de droit, c'est que les étudiants, et je le constate, sont capables de beaucoup plus de choses qu'ils ne le pensent.
Et ils ont devant eux beaucoup plus d'horizons qu'ils ne le pensent. Les études de droit ont ce truc magnifique qu'elles peuvent vous conduire et vous amener à des professions extrêmement variées, dans des domaines extrêmement variés. Et j'enrage toujours quand on me dit que dans les études juridiques, c'est finalement une école du formatage et que tous les étudiants sont les mêmes. Il n'y a rien de plus faux. C'est-à-dire que pour toutes les personnalités, on aura des professions. Si vous voulez travailler en ville, vous pourrez. Si vous voulez travailler à la campagne, vous pourrez. Si vous voulez être profession libérale, vous pouvez. Travailler dans une entreprise, vous pouvez. Dans la fonction publique, vous pouvez. Si vous voulez faire du fric, vous pourrez. Si vous voulez défendre les droits des opprimés, de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger, vous aurez la possibilité de le faire. Tout ça est offert devant vous, est ouvert devant vous, et vous avez tellement plus de possibilités que vous n'imaginez. Vraiment plus de possibilités que vous n'imaginez, et vous êtes à un âge où vous avez une énorme capacité physique, une énorme capacité intellectuelle qui demande qu'à être exploitée. Et de se dire, bah voilà, peut-être que les choses ne se passeront pas comme prévu, mais ça se passera quand même, et peut-être que je ne serai pas dans ce que j'avais envisagé au tout début, mais je serai peut-être dans quelque chose de mieux et de plus stimulant. Et ça vaut le coup de s'accrocher dans ces études parce que ça vous donne un choix et une liberté qui est absolument extraordinaire. Et je suis convaincu que c'est à la portée de l'écrasante majorité des étudiants qui passent, vous voyez, ce filtre de la première année, peut-être de la deuxième année, où on se demande simplement si on est là. C'est surtout pas fait pour tout le monde. Mais pour ceux pour qui c'est fait, il y a tellement plus de possibilités qu'ils n'imaginent. Donc, avoir un peu de sérénité, beaucoup de détermination, ne pas croire les statistiques et surtout aller vers ce à quoi on croit et essayer de faire ce qu'on a envie de faire. Voilà, c'est vraiment le conseil qui est peut-être un peu basique, mais auquel je crois profondément. Oui, et je peux vous dire qu'en quasiment 25 ans d'enseignement, et ça c'est l'avantage, vous savez, des réseaux sociaux, voilà, quand on prend contact, quand je vois le devenir et la destinée de nos étudiants, je suis extrêmement heureux de ce qu'on peut faire. Et vraiment, on a des gens qui ont des vies et des carrières qui sont extrêmement stimulantes, extrêmement intéressantes. Alors, comme partout, il y a des gens heureux, des gens malheureux, mais dans les faits, ils ont accès à beaucoup de choses, et dans les faits, ils réalisent, ils accomplissent beaucoup de choses. Ça, c'est une vraie satisfaction, et c'est à ça que doivent penser nos étudiants actuels, de se dire toutes les possibilités qui existent et toutes les possibilités qui ont déjà été réalisées.